Bonjour à tous, bienvenue à Colmar, Strasbourg-Colmar aujourd'hui, 7e étape du Tour de France pour le 14 juillet, dans toute l'Alsace, dans les Vosges, du Bas-Rhin jusqu'au Haut-Rhin. Une première étape de moyenne montagne que les coureurs attendent. Vous les voyez en ce moment, ils sont partis, ils sont, Bernard Thévenet, dans ce qu'on appelle la phase entre le départ fictif et le départ réel. C'est une sorte de défilé dans la ville et cette étape, nous allons la vivre en intégralité sur France 3 d'abord, puis sur France 2, avec bien sûr Bernard Thévenet et aussi avec Jean-Paul Olivier. Bonjour. Bernard, alors justement, là, ce défilé dans la ville, c'est un grand classique du Tour de France. Voilà, exactement. C'est pour pouvoir partir du centre-ville et libérer les coureurs seulement après avoir traversé la ville. C'est que les centres-villes sont souvent assez dangereux. Il y a souvent des pavés, il y a des passages cloutés qui sont glissants lorsqu'il pleut. Il y a des haricots, enfin bref. Et puis ça permet aussi aux spectateurs de voir passer le tour relativement doucement. Donc ça a été fait surtout, vous voyez, comme par exemple ici, c'est surtout fait dans un but de sécurité. La vraie difficulté de cette journée, c'est la répétition des efforts. Ça monte quasiment tout le temps, pas forcément violemment, mais ça monte quasiment tout le temps. Il y a assez peu de plat entre chaque col. On est pratiquement à partir du 35e kilomètre dans la montée du premier col. Alors on voit le profil donc, le col du Kreuzweg, le premier col, kilomètre 48. Ensuite il y aura le col de Fouchy, sommet kilomètre 67. Puis le col d'Adelspar. Nous serons ensuite au col du Calvaire. Après le collet du Linge et on redescendra sur Colmar, terme de cette étape après 162 km 500. Le tableau d'honneur, Stuart O'Grady donc du Crédit Agricole, toujours maillot jaune. Eric Zabel de la formation Deutsche Telekom est toujours en vert et Patrice Algan a conservé hier son maillot à pois par-delà le premier col du Tour, le col du Donon. Son coéquipier Laurent Brochard est passé en tête. Brochard qui faisait partie du club des 5. La plus longue échappée du Tour jusqu'à présent, 163 km devant avec Verbrugge, avec Axel Merckx, avec Michele Bartoli et en spectateur privilégié, Frédéric Bessy. Départ réel donné. On vient d'annoncer le patron du Tour. Et on va sensiblement augmenter l'allure très rapidement. 162 km 500. Car c'est une étape très attendue, Bernard. La plupart des favoris de ce Tour de France l'ont d'ailleurs reconnu. Favoris de ce Tour de France qui ne se hissent pas tous forcément pour l'instant dans le classement général. Toujours dominé donc par les Crédits Agricoles. O'Grady devant ses coéquipiers Voigt et Julik. Solution de secours ou de recours au cas où donc l'Australien ne pourrait pas conserver son maillot aujourd'hui. Puis les Espagnols, González de Galdeano, Bellocchi, Sastre, Yakche, l'Allemand de la formation, c'est Christophe Moreau, premier français donc de ce classement à 1 minute et 17 secondes. Devant Gutiérrez et Serrano. Florent Brard, lui, est 11e. Puis les favoris, Armstrong 15e à 1,53. Le classement du maillot vert, Eric Zabel, 8 points d'avance sur Stuart O'Grady, l'actuel maillot jaune, qui sera, à n'en pas douter, un rival redoutable, qui est situé 3e. O'Grady qui a fini déjà 2 fois 2e derrière Zabel au classement de ce maillot vert. Et puis la bonne tenue des sprinteurs français, Damien Nazon, 4e et 68 points. Il a fait 3 et 2. Christophe Capel ensuite, puis Rob Hunter, le Sud-Africain, et François Simon. Et vous le savez sans doute, Tom Stels lui a été déclassé hier pour avoir gêné Eric Zabel. Le classement du meilleur grimpeur. Alors là, on va avoir une vraie bagarre aujourd'hui entre Patrice Algan, le détenteur du maillot à pois rouge, son coéquipier chez Jean Delatour, Laurent Brochard, pour l'instant 2e à 5 points, et Benoît Salmon. Le peloton du Tour de France dans la plaine d'Alsace. On n'a pas encore attaqué l'école. Ce sera après Angelot, alors que lui et Christophe Agnelouto attaquent tout court. Première attaque de cette 7e étape du Tour avec le baroudeur d'AG2R Prévoyante, l'un des grands attaquants du peloton, Christophe Agnelouto. On a vu donc une attaque de Christophe Agnelouto, une nouvelle attaque d'un coéquipier de Laurent Jalabert. C'est Nicolas Bollarsen qui était parti tout à l'heure. L'équipe CSC Tiscali semble bien décidé aujourd'hui à attaquer. Ivan Gutiérrez qui est là, Sylvain Chavanel. Donc les CSC qui sont là, Nicolas Jalabert.
Laurent Jalabert veut attaquer aujourd'hui, hein, comme Didier Rousse, comme nombre de coureurs. Laurent Jalabert qui aime le 14 juillet. On se souvient de Mende il y a 6 ans. Coureurs de Bonjour qui reviennent. Laurent Roux qui est là aussi. L'attaque de Chavanel et Roux. Oui, dans ce groupe, on a aperçu effectivement Nicolas Jalabert, on a vu Christophe Mangin, il y a aussi Vinokourov, il y a Gutiérrez, le champion d'Espagne, Pascal Champer, Frédéric Bessy, Laurent Roux, Sylvain Chavanel, mais le peloton revient déjà. Gutiérrez, effectivement, qui est devant avec Chanteur, avec Christophe Mangin, avec Nicolas Jalabert. Chanteur, Gutiérrez, Nicolas Jalabert, Christophe Mangin. Quatuor qui vient de se détacher. Et le peloton, vous le voyez, est vraiment juste derrière. Un coureur se lance à la poursuite des 4 fuyards. Et la chasse est menée, peloton quasi file indienne, peloton qui réagit très vite. Attaque de Laurent Jalabert, Jean-René, non? On voit Laurent Jalabert seul à l'image. Et il est effectivement juste derrière nous, il a environ 100-120 mètres d'avance sur le peloton. Et nous sommes dans une partie, je vous le répète, sans abri de part et d'autre. Il n'y a pas d'arbres, pas de construction. Nous sommes véritablement en race campagne. Et il y a ce vent de la gauche. Alors ce peloton très étiré. Turpin et Basso qui essayent de rejoindre Jalabert. Ils viennent à l'instant de le rejoindre, Christian. Turpin et Basso. Et il y a derrière 1, 2, 3 autres coureurs qui sont en train de tenter de faire la jonction. Et tout va revenir. Est-ce que le vent est très fort, Jean-René, ou non, moyen? Non, c'est un vent moyen mais qui existe, hein, dont il faut absolument tenir compte. Et il vient, je le répète, de la gauche. Christophe Rennero, Christophe Auriol est là aussi, alors que Laurent Brochard, qu'on a déjà vu hier, 160 km devant. Laurent Brochard remet ça. Lui qui connaît bien le 14 juillet, Jean-Paul. Ah, tout à fait, puisque c'est le dernier Français, enfin c'est le dernier, oui, à avoir remporté une étape le 14 juillet. C'était à Louis-en-Bielle en 1997. Brochard qui se prend bien la gauche de la route pour essayer de s'abriter derrière ces arbres. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de vent, mais en tout cas il est un tout petit peu plus abrité que s'il prenait la droite de la chaussée. Laurent Brochard tout proche désormais du premier sprint intermédiaire d'Aubernais. Il a passé 160 km devant hier et il repart quasiment dès le début de cette étape. Le vent est en pleine face, hein. On a bien vu sur les drapeaux. Ça va être dur, mais en même temps on a bénéficié de plus de liberté de la part du peloton. Il va passer en tête au classement, au sprint d'Aubernais. Jean-René sur la moto. Oui, Christian. Didier Rousse il y a quelques instants. Donc il y a pour l'instant Laurent Brochard. 80 mètres derrière Laurent Brochard, il y a Jackie Durand. Et derrière, donc, plusieurs coureurs qui tentent de sortir du peloton. Et on a vu il y a un instant le champion de France, Didier Rousse, tenter sans réussite de partir et de rouler sur Jackie Durand. Donc nous traversons Aubernais, nous sommes dans la ville d'Aubernais où il y a beaucoup de monde. Quelques gouttes de pluie tombent, des pavés, nous sommes actuellement sur une route pavée. Et Laurent Brochard donc traverse Aubernais seul en tête. Regardez, il y en a un qui se refait là. David Millard, on le donnait moribond. Il vient de rejoindre Laurent Brochard. Nouvelles attaques alors qu'une fois de plus, la pluie fait son apparition. Ça aussi, c'est très énervant pour les coureurs. Tous les jours, pratiquement, il y a la pluie avec ses dangers, avec ses problèmes de refroidissement, d'inconfort. Et c'était bien sûr extrêmement compliqué de mener une échappée solitaire dans une étape au profil aussi difficile. Jean-René, je vous coupe un instant parce que si ça semble aller mieux pour Millard devant, en revanche pour Christophe Rennero, ça va très mal. Il est au ralenti derrière le peloton et on ne donne pas cher de ses chances de continuer l'étape, Bernard. Ouais, j'ai bien peur que ça sente la fin pour Christophe Rennero qui a ici le visage très fermé. Dommage pour Rennero après 2 saisons quasiment blanches. Il était bien revenu au printemps. Et voilà, et il va mettre pied à terre, Christophe Rennero. Moment très pénible, hein, Bernard. Vous avez gagné 2 tours, vous avez aussi connu ces moments-là. Oui, c'est vraiment la mort dans l'âme qu'on est obligé de s'arrêter, rester au bord de la route. Thierry, auprès de Christophe.
Oui, avec Christophe. Christophe, ce matin en partant, vous saviez que ce serait difficile et mission impossible. Ouais, ben, je vous avais dit, vous m'aviez demandé, puis bon, j'ai une tendinite et puis c'est plus possible. C'est terrible hein, quand même. Vous étiez revenu après 2 ans d'absence et 2 opérations au genou, vous étiez revenu à votre meilleur niveau. Ça doit être terrible comme moment. Ouais, ben, c'est mon 4e tour. J'avais dit que je ne ferais jamais abandonner le tour, mais là, je pense à ma fille, à ma femme. Merci Christophe. Attention, la course prend une tournure un peu bizarre là. Hein. Dès qu'il y a des attaques, des tentatives d'échapper, apparemment l'équipe Crédit Agricole a été dépassée. Est-ce qu'elle est capable de se reprendre, de revenir devant et de rebloquer de nouveau les échappés? On va suivre ça avec attention. Parce qu'ils ont été débordés là, sur la contre-attaque de Verbrugge et Garcia Acosta. Laurent Brochard serait sûrement ravi, Bernard, de voir revenir d'autres coureurs, car il ne doit pas être trop sûr de David Millar tout de même. Et David Millar d'ailleurs est-il lui-même sûr de lui? On peut se poser la question, même s'il a retrouvé, semble-t-il, déjà le moral en quelques minutes. Entre le départ fictif et le départ réel. Un trio de tête donc dans cette 7e étape du Tour avec un contre-attaquant derrière, Stéphane Bergès, et puis le peloton. 3 hommes de tête avec auprès d'eux Jean-René. Oui Christian, je viens d'effectuer un pointage qui est plus favorable pour les coureurs que le temps que leur a donné l'Ardoisier il y a quelques instants, puisqu'entre les 3 hommes de tête, Millar, Brochard, Ivanov et Stéphane Bergès, il y a 40 secondes, et avec la tête du peloton, 52 secondes écart effectué donc il y a quelques instants. Et derrière ce peloton qui s'étire sur les premières rampes du col de Kreuzweg, Thierry Adam. Oui, un peloton très étiré parce que le rythme est assez imposant dans cette montée. La route s'élève quand même, 45-50 km/h pour le compteur de notre moto. Et en queue de classement pour l'instant, quelques coureurs de la Française des Jeux. C'est Jackie Durand avec son dossard rouge de la combativité qui ferme le peloton. La surprise, c'est peut-être de voir dans les 3 dernières places du peloton Sven Montgomery, le leader de cette équipe de la Française des Jeux, montagnard s'il en est, serein ce matin quand nous l'avons croisé à la signature, impatient d'arriver dans la haute montagne, n'y voyez pour l'instant aucun signe, mais bon, ceci dit, pour l'instant, eh bien, il est en queue de classement, ce qui n'est pas dans ses habitudes. 57 secondes d'avance pour ces 3 hommes, trio de tête emmené par David Millar devant Laurent Brochard et Sergei Ivanov. L'allure si particulière de rouleur, c'était plutôt lui qui effectuait les relais les plus longs. Là on peut dire que Laurent, même si Ivanov passe régulièrement, c'est quand même Laurent Brochard depuis le début de l'ascension qui effectue les relais les plus appuyés. Et derrière, Niki Sorensen vient d'attaquer à nouveau le coéquipier des frères Jalabert chez CSC Tiscali, alors que les coéquipiers du Crédit Agricole, les hommes de Roger Leget, donnaient le tempo, le rythme avec Frédéric Bessy, tous les coéquipiers. Et derrière la file des verts et blancs, le maillot jaune de Stuart O'Grady, l'Australien. Alors que Niki Sorensen vient d'être repris par un peloton emmené par Ludovic Turpin, avec Jens Voigt dans sa roue. Ludovic Turpin. Cours de Vincent Lavenu, une nouvelle attaque, c'est Bogert. Michael Bogert qui vient de partir ici à droite de la route, qui creuse un écart tout de suite. Attention, un homme de l'US Postal par rencontre avec David Etchebarria de la formation Escaltel. Bogert, 5e du Tour 98, le leader de la formation Rabobank, qui provoque une réaction immédiate du peloton et des coéquipiers de Lance Armstrong. Les hommes en difficulté dans le premier col de la journée, alors que le trio de tête voit son avance fondre. Millar, Brochard, Ivanov, plus qu'une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, secoué par de multiples soubresauts. Et puis à l'arrière, des coureurs en difficulté. Jean-René avec les hommes de tête, alors que Bettini, Paolo Bettini attaque ici à droite de l'écran. Paolo Bettini, l'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Puncher dans les côtes qui viennent partir en contre derrière les 3 hommes de tête. 17 secondes seulement pour les 3 hommes de tête, c'est dire la réaction très vive du peloton. Tenbacher semble-t-il en 3e position.
Lors des hommes de la loto sur la droite de nombreuses escarmouches. David Etchebarria qui remet ça. Plus petit coureur du Tour de France, 1m63 et demi. David Etchebarria qui vise le maillot à poids du meilleur grimpeur pour l'instant sur les épaules de Patrice Algan. Après avoir été sur celle de Benoît Salmon. Et ça continue en tête du peloton. Hein. Toujours des attaques. Alors que Lopez de Mounain est revenu et Laurent Roux aussi sont revenus sur Atienza et sur Pinotti. Et Lopez de Mounain se mettent en tête de ce groupe immédiatement. Deuxième de tête en file indienne à quelques centaines de mètres du sommet du col de Kreuzweg. Stéphane Goubert devant Laurent Roux. Patrice Algan bien placé pour aller marquer des points. Attention à l'attaque de Mounienne sur la droite, sur la gauche de la route, la droite de l'écran. Ils ont un peu surpris hein, par l'attaque. Ouais, Algan essaye d'y aller. Kivilev est là aussi. Lopez de Mounain en première position avec son maillot orange. Il passe en tête devant Patrice Algan et Kivilev. Laurent Jalabert, on l'a vu se retourner. Regardez si d'autres coureurs venaient de passer à rescousse. 8 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Il essaye de creuser un écart. Jalabert se retourne. Il voudrait voir revenir d'autres coureurs pour tenter un vrai coup. 14 juillet sur les routes du Tour de France. Le dernier vainqueur français, c'était Laurent Brochard. Alors encore Alberto Lopez de Mounain, décidément très actif. À Bassenberg, c'est-à-dire au pied du col de Fouchy. Col de Fouchy qui sera franchi pour la première fois par le Tour de France. Lopez de Mounain qui va donc passer en tête sous la banderole du sprint intermédiaire de Fouchy. Voilà pour l'Espagnol. Lui ne cherche pas vraiment les bonifications ou les points du classement du maillot vert. Andreas Klöden aussi était devant avec de nouveaux comptes des coureurs d'Ibanesto.com. Beaucoup d'activités. Didier Rousse, le champion de France, qui est là aussi, qui se montre pour la première fois. Les favoris sont là eux aussi dans les premières places du peloton. Peloton très. Et on a aperçu aussi Stuart O'Grady effectivement qui reculait dans ce peloton. Lopez de Mounain, Klöden. Deux coureurs qui sont partis en contre. À l'arrière du peloton, c'est toujours difficile pour Zanini, notamment, qu'on a vu ici à gauche. Cuesta emmène toujours devant Didier Rousse. 13 secondes pour les hommes de tête sur le peloton. Klöden, Bettini, Lopez de Mounain, Jens Voigt qui est revenu, Patrice Algan. Entre les grands leaders, hein, les principaux vainqueurs de ce Tour de France, c'est une étape piégeuse. Il va falloir bien contrôler cette étape, ne pas faire trop d'efforts car on risque de le payer par la suite. Donc des coureurs comme Jalabert peuvent profiter de cette étape de moyenne transition, de moyenne montagne. Jan Ullrich qui avait vécu une sale journée en 97 dans ces parages. Dans son Tour de France victorieux, il avait été attaqué. On n'a pas encore vu dans les 20 premiers Lance Armstrong. On aimerait quand même bien voir. Oui, d'autant qu'il y a Ullrich, qu'il y a Zulik, qu'il y a Moreau devant. Et le voilà Lance Armstrong. C'était étonnant de ne pas le voir dans les toutes premières positions, puisque tous les leaders sont à l'avant. Hein. Et Roberto Heras est juste devant lui, Bernard. Heras, victime donc d'une chute dans le contre-la-montre par équipe. Lopez de Mounienne va y aller. Allez, il faut prendre la route tout de suite. Lopez de Mounienne, sinon après ce sera trop difficile pour revenir. Jan Ullrich donne le tempo en tête du peloton. Jan Ullrich avec Bellocchi juste derrière lui, avec Kivilev qui revient, avec Bobby Julik. Attention avec Christophe Moreau. Ouah, et Lance Armstrong n'était pas juste derrière eux. Lopez de Mounain au sommet du col devant Patrice Algan. Lopez de Mounain devant Patrice Algan au sommet du col de Fouchy. Alors que Jan Ullrich attaque avec Bellocchi, Ullrich et Moreau distancés de quelques mètres. Il n'est pas bien. Et il revient sur le groupe de tête au prix d'un effort violent, Jan Ullrich. Il n'est pas bien Armstrong aujourd'hui. C'est dire que l'arrivée n'aura pas lieu avant 17h30 sans doute. Alors que Laurent Jalabert est reparti avec David Etchebarria, son ancien compagnon Laonce. Les deux hommes étaient coéquipiers.
Les deux ont brillé dans Liège-Bastogne-Liège avec la particularité commune de ne jamais l'avoir gagné. Pourtant, ils ont fait des places. Attention, oulala, Laurent Jalabert, il est sur le trottoir, juste derrière David Etchebarria à droite, alors que Clauden revient immédiatement dans sa roue. Devant, avec Jalabert et Voigt ici, et Jean-René sur la moto. Oui, Christian, et bon, vous avez probablement vu tout à l'heure ce monsieur qui avait cru bon de courir nu comme un ver sur le bord de la route. Monsieur. Et il y a 1, 2, donc Basso, Laurent Roux, et derrière 3 coureurs, d'abord 1 puis 2, qui sont sortis du peloton, une tête de peloton de nouveau très étirée, alors que nous sommes, et c'est la première fois en fait depuis le début de l'ascension du Kreuzweg tout à l'heure, c'est la première fois alors que nous arrivons au sprint de bonification de Lièvre, c'est la première fois en fait que nous sommes sur une partie de route plane. Et avec Ivan Basso là, qui passe le premier sous la banderole de ce sprint de bonification devant Laurent Roux. Basso devant Laurent Roux, effectivement il se retourne l'Italien pour voir si derrière d'autres coureurs reviennent. L'avant-garde du peloton ici avec encore sans doute Lopez de Munain. Ah bah non, c'est même pas l'avant-garde du peloton, c'est un nouveau compte. Ah, il va y en avoir certainement d'autres de comptes. Il y a beaucoup d'équipes qui ne vont pas accepter d'avoir une échappée où ils ne sont pas représentés. Alors attention, là le ravitaillement, ça va être chaud, ravito. Dans l'ascension du col d'Adelspar avec moins de 80 km de l'arrivée maintenant avec Laurent Roux à gauche, Ivan Basso l'Italien longiligne qui a repris les choses en main ici, 2 hommes en tête donc ça va creuser derrière à une quinzaine de secondes 3 hommes ici, Inigo Cuesta, Laurent Jalabert et Jens Voigt et puis ensuite le peloton. Un peloton désormais repoussé, je crois, après de 2 minutes. On a vu que le peloton n'avançait plus. Les hommes de l'US Postal, les hommes de Télécom en tête de ce peloton. Une temporisation, Vincent, qui va effectivement profiter aux échappés. 13 secondes entre les 2 hommes de tête et les 3 poursuivants, emmenés pour l'instant par Cuesta, Laurent Jalabert en 2e position. Une chute dans la montée de ce col, une chute sur la droite de la route avec une demi-douzaine de coureurs enchevêtrés sur la droite de la route ici, juste à côté des spectateurs. Avec notamment David Etchebarria ici qu'on va repartir à droite qui a été pris. Et d'autres coureurs de la Once qui repartent, un homme de la Rabobank là ici qui n'arrive pas à repartir. On va revoir cette image au ralenti. La chute là, Thierry. Oui, avec ces 2 grottes, hein, l'homme de la Rabobank. Il y avait aussi Xavier Jean qui était là, un coureur de l'équipe Cofidis. Isabelle aussi. Leili. Il y a surtout, oui, vous l'avez dit, le coureur, le leader de l'équipe Euskatel Euskadi, David Etchebarria. Alors que là, Thor Choc lui n'est pas tombé, simplement ce n'est pas un vrai grimpeur, il est un peu en difficulté. Mais bon, plus de peur que de mal pour les coureurs qui sont tombés sur le côté, dans le fossé. Il y avait de l'herbe et donc pas trop de soucis. Le plus dur, ça va quand même être de rentrer sur un peloton qui va assez vite. Un nouvel abandon sur la route du Tour, c'est la dernière info. Stefano Zanini, le costaud de la Mapei, qui vient d'abandonner. 2e abandon du jour après Christophe Rinero. Jens Voigt qui joue le poisson dans son bocal. Son bocal, ce sont les cols des Vosges et en particulier le col d'Adelspar. 2e abandon du jour, donc après Christophe Rinero, Stefano Zanini ce matin. Chema Del Olmo, l'Espagnol de la formation Euskaltel, n'avait pas pris le départ. Ils sont donc 180 coureurs encore en course. Côté poursuivant à l'image avec Steve Vermont et Unai Etchebarria. Unai Etchebarria, vainqueur d'étape sur le Dauphiné libéré, nationalité vénézuélienne. Ses parents enseignants étaient partis au Venezuela. Ils sont revenus en Espagne, mais Unai Etchebarria, à sa majorité, a décidé d'être vénézuélien et basque plutôt qu'espagnol, alors qu'il y a une nouvelle attaque. C'était Garcia Acosta qui est parti derrière, un coureur d'Ibanez. Non. Ça va relancer le peloton derrière, hein. L'attaque d'Acosta va énerver un peu d'autres coureurs. Ils vont essayer de sortir aussi. C'est moins intéressant pour le groupe Jalabert, mais regardez aussi Agnoloto, vous voyez, qui aussi décide d'attaquer. Ah bah oui, des coureurs comme ça essaient de partir dans des bons coups, hein. Il y a une certaine neutralisation entre les grosses équipes, alors hop, on essaye de sortir. Il ne se contente pas du tempo qui est imprimé en tête du peloton, mais il serait bien inspiré d'essayer de sortir les plus proches possibles les uns des autres, parce que là ils vont se faire très mal pour arriver à se rejoindre.
Les 5 hommes de tête, le mieux placé au classement général, c'est bien sûr Jens Voigt. Ce matin, deuxième à 26 secondes seulement de son coéquipier l'Australien Suarto Grady. Laurent Jalabert, lui, est 25e à 3,19. Et pour Roger Leget, qui le disait tout à l'heure à Thierry Adam, effectivement, avoir Voigt devant, c'est tout bénéfice. Bobby Julich peut rester tranquillement derrière. Lui qui a pris tout à l'heure quelques secondes de bonification au sprint intermédiaire. Et c'est la preuve qu'il veut vraiment faire quelque chose sur ce Tour de France. Pour qu'il en soit à grignoter des bonifications au sprint intermédiaire, c'est sûrement une menace qui grandit, Bobby Julich, pour Jan Ullrich et pour Lance Armstrong, alors que Steve Vermont et Unai Echebarria sont toujours en contre derrière le club des 5 qui se rapproche du sommet du col d'Adolspar, avec Laurent Jalabert qui emmène devant Cuesta, Voigt, Rooks et Basso. Laurent Jalabert qui est passé en tête. Il n'y a pas eu de sprint, c'est dire là encore que l'homogénéité règne. Regardez ce monde pour applaudir les 5 coureurs de tête. Jalabert, Rooks, Cuesta, Voigt, Basso. Échappé dans cette 7e étape du Tour de France. Au but, à moins de 70 km de l'arrivée. Voici les poursuivants. Steve Vermont, Unai Echebarria. Et aussi applaudi avec plusieurs aides spectateurs de chaque côté de la route. Echebarria, Vermont, ils sont à 1 minute 30 des 5 hommes de tête. Puis derrière, il y a un quatuor composé de Garcia Acosta, Daniel Luto et de Bertoliati, ainsi que de Patrice Algor, venu chipper tout à l'heure quelques points au classement du meilleur grimpeur. 2 minutes 45 de retard pour les 4. Alors que nous sommes donc ici avec Vermont et Unai Echebarria intercalés. Attention, là pour l'instant, Armstrong est en train de faire donner sa garde. Il a 5 coureurs en tête du peloton qui ont roulé pour revenir sur les 4 qui étaient sortis, c'est-à-dire Algan, Garcia Acosta, Agneluto et Fouti, même et El Capi. pardon. Il aura fallu revenir sur la tête du peloton et après découvrir qu'il y en avait déjà 5 qui étaient partis, un petit groupe de 2, un petit groupe de 3. Et après faire l'effort pour ressortir, mais c'était un petit peu tard. Attention, cette descente est un petit peu piégeuse, hein. Il y a des plaques d'humidité. Là, Laurent Jalabert a tourné vraiment très à l'extérieur. Ça reste dans l'ensemble de très belles routes larges. 60 km de l'arrivée pour ces 5 hommes qui devancent donc Unai Echebarria et Steve Vermont. Ce sont les poursuivants. Ils étaient tout à l'heure à 1 minute 35. Ils sont maintenant apparemment à 1,45. Hein, une 45 dernier écart, Bernard. Ils ont perdu du terrain dans la descente. Hein. Vous disiez que ça allait être très difficile de revenir et c'est confirmé. Nigo Cuesta emmène le groupe de tête devant Ivan Basso. Les coureurs qui continuent de parfaitement se relayer. Ils sont à Achimet, à 58 km de l'arrivée à Colmar, alors que Unai Echebarria et Steve Vermont sont en train de discuter et de se dire c'est peut-être pas la peine de continuer. Hein, Vermont, lui, apparemment, est pour arrêter les frais. Unai Echebarria continue à rouler. Et on peut penser que lorsque son directeur sportif est passé, ouais, confirmation Bernard des écarts, hein, 3,30 et 3,54 pour le peloton. Ça va se rejoindre. À près de 4 minutes des 5 hommes de tête. Jean-René. Oui, Christian. Et voilà les voitures des directeurs sportifs qui se mettent en place. En fait, il y en a 4. Le premier à être arrivé derrière le groupe de tête était Alex Pedersen, le directeur sportif de l'équipe CSC. Sont arrivés également directeur sportif de l'équipe Crédit Agricole, équipe Fassa Portelot. Il a l'air bien content, hein, Ivanov là. Il faut dire qu'il n'a pas fait un très bon calcul, il ne pouvait pas l'imaginer. Et quand il est retombé sur 2 coureurs arrêtés alors que lui était en chasse depuis plusieurs kilomètres. Et une autre partie du peloton. Petite coupure, Agneluto se dit il vaut mieux être devant, hein, c'est toujours mieux. Il fait un petit effort pour revenir dans la première partie du peloton. Beaucoup d'hommes de la Lamprey ici. Une dizaine de mètres derrière le paquet principal avec Patrice Algan, son maillot à pois parmi les derniers. C'est bien gênant, mais la pluie est vraiment présente maintenant. Hein. Toujours Kiergaard qui emmène ce groupe.
La course est rude, difficile, la pluie a cessé, le soleil a refait son apparition et ce groupe-là va faire un petit groupetto pour entrer tranquillement vers Colmar. 4 minutes 35, c'est le dernier écart entre les 5 de tête et le peloton. Tempo donné par l'US Postal, Bobby Julich derrière Lance Armstrong, Sven Montgomery à droite de l'écran, le Suisse de la Française des Jeux. Il était dans les dernières positions en tout début d'étape. Thierry Adam nous l'avait dit, il ne fallait pas s'inquiéter. Il est revenu parmi les premiers, lui qui rêve d'attaquer les grands massifs montagneux. Ludo Dirksens qui revient ici aussi parmi les premiers du peloton. Ce gros plan sur Laurent Roux. Laurent Roux a repris sa place. Il passe maintenant en même temps que passe un léger rayon de soleil, ce qui va faire du bien pour les coureurs qui ont souvent eu à déplorer le mauvais temps depuis le départ. Et nerveusement, c'est très difficile de rouler tous les jours sous la pluie. C'est tout à fait jouable pour les hommes de tête et pour Laurent Jalabert, accompagné de Laurent Roux, d'Ivan Basso, d'Inigo Cuesta et de Jens Voigt, l'Allemand qui, si l'échappée va au bout, devrait s'emparer du maillot jaune et succéder à son coéquipier australien Stuart O'Grady. Basso en dernière position, qui avait remporté en tout début d'année l'étape du Mont Faron du Tour méditerranéen. C'est la première fois qu'il l'escaladait, mais ensuite il avait chuté. Lance Armstrong, serein, derrière son casque avec Robira près de lui. Et Gilles Bouvard, des gens de la Tour juste derrière. Toujours une foule énorme et compacte pour encourager les coureurs du Tour, alors que les hommes de tête, emmenés par Laurent Jalabert devant Ivan Basso, Inigo Cuesta, Jens Voigt et Laurent Roux, sont dans l'ascension du col du Calvaire. Toute l'Alsace est venue encourager les coureurs du Tour de France. Des supporters allemands pour la Télécom, pour Ulrich, pour Zabel, pour les autres coureurs allemands sont là aussi. Les Alsaciens qui regrettent de n'avoir qu'un seul coureur cette année dans le peloton professionnel, c'est Philippe Keller à la Mapei. Laurent Jalabert réclame un bidon. Le champion de France Didier Rousse en conversation avec son directeur sportif Jean-René Bernaudot. À l'arrière du peloton. Il avait plusieurs coéquipiers, notamment Neil Stephens qui avait fait un gros numéro, alors que crevaison de Laurent Roux. Crevaison de Laurent Roux, Jean-René. Oui, effectivement, Laurent Roux qui a appelé son directeur sportif adjoint, en l'occurrence Jean-Luc Jonron, qui s'est très rapidement porté à sa hauteur et qui procède donc au changement. Crevaison de Laurent Roux qui change donc sa roue arrière. Voilà Laurent Roux qui va remonter sur son vélo, c'est fait. Alors on va voir maintenant quelle va être l'attitude bien sûr des 4 autres coureurs de ce groupe de tête. Voilà Laurent Roux qui est reparti, qui se trouve juste derrière nous. Il est comme l'on dit en cyclisme, presque dans les voitures qui suivent donc le groupe des 4 échappés. Voilà Laurent Roux qui fait l'effort, qui est reparti. Quelque sorte du col du Calvaire. Là on voici déjà Laurent Roux, il est revenu vite Bernard. Ouais, je ne sais pas si c'est trop vite, mais il est revenu vite. Ouais, il est revenu dans les voitures, comme c'était sur le plat, il a pu bénéficier un peu du sillage des voitures. Moi j'ai l'impression qu'il est revenu accroché à une voiture. Non, pas. mais non, ça ne se fait plus ça, Vincent. Quel plaisantin ce Vincent Barthaud. Qui emmène le groupe avec toujours la même formule. Deuxième position, Georgine Capi. Troisième position, Vyacheslav Ekimov. Ça n'a pas bougé depuis plusieurs dizaines de kilomètres. Postal et son mécanisme bien huilé. Stéphane Kiergaard. Regardez Bernard, regardez le monde au sommet. On essaye d'écarter la foule, on se demande où vont passer les coureurs. Il a l'air un peu démotivé le gendarme. Hein. On demande comment il va y arriver. On a l'impression d'être à l'Alpe d'Huez. C'est là, la mer Rouge qui va s'ouvrir tout à l'heure devant le passage du Tour. Attention, c'est sympathique mais toujours dangereux. Ne pas s'amuser à traverser devant les coureurs, ne pas s'amuser à courir à côté d'eux. Au moment de marquer les points pour le prix de la montagne. Dans cette foule monstre, Jean-René. Oui, très impressionnant, Christian. Très impressionnant le monde qu'il y a dans les derniers hectomètres de cette ascension du col du Calvaire. Nous sommes juste derrière le groupe des 5 hommes et Jens Voigt véritablement à l'arraché, c'est impressionnant. Alors que le sprint pour la première place va avoir lieu à vous, Christian. Oui, ben, c'est sans doute Cuesta qui est passé en tête. Voilà. Devant Jalabert et Basso. Ils sont passés au train.
Laurent Roux et Jens Voigt dans la foulée. Un monde fou dans cette étape alsacienne entre Strasbourg et Colmar. Nous sommes à 38 km de l'arrivée. Bernard, c'est l'US Postal et maintenant d'un coup c'est eux. Ouais, ben, je sais pas, on peut trouver deux raisons. La première, c'est montrer leur force aussi à l'US Postal, dire après tout il n'y a pas que vous dans le peloton. La deuxième, c'est dire après tout il y a Zabel qui doit être encore dans ce peloton, pourquoi pas se payer un petit effort là, ça fait en même temps une démonstration de force, en même temps un petit effort qui pourrait peut-être permettre de revenir sur les échappés et offrir la victoire d'étape, enfin offrir une possibilité à Zabel de remporter la victoire d'étape. Et à mon avis, ils s'y prennent un tout petit peu tard, hein, Ouais. parce que nous sommes à 40 km de l'arrivée, mais dans ces 40 km, il y en a une vingtaine de descentes. Donc on doit considérer que nous sommes dans une situation comme si nous étions à 20-25 km de l'arrivée, et avec 5 minutes 20 de retard pour 20 km où on peut vraiment mener la chasse par rapport aux 5 de devant, ça me paraît un peu juste. Entre la foule, les drapeaux, les motos, Claudon qui emmène devant Vinokourov. Falgan va essayer de passer sur la gauche ici pour marquer quelques points au maillot du meilleur grimpeur. Il y a aussi Etchebarria, il y a Bellocchi, il y a Didier Rousse, il y a Mancebo. Il y a ici Stuarto Gradi qui tient bien sa place, même s'il devrait céder. Franck Bouillet qui est passé, même s'il devrait céder son aussi. maillot jaune. Elo Vient de passer. Patrice Algan, voilà, et il va aller prendre la 6e place au sommet du col du Calvaire pour renforcer sa première position. Oui, Christian, alors que nous descendons à une vitesse relativement soutenue, environ 80 km/h, et que Laurent Jalabert est parti. Laurent Jalabert est parti dans la descente. 1 km à peu près après le sommet, il s'est placé en première position de ce groupe. Il a pris 1, 2, 3, 10, 20 mètres. Et maintenant, Laurent Jalabert se retrouve seul en tête. Il fait la descente. Laurent Jalabert, suivi donc des 4 coureurs qui l'accompagnaient. C'est sûrement l'effort le plus difficile qu'il doit fournir derrière. Mais et encore une fois, il a un avantage. Il va y avoir que Basso et Cuesta pour rouler derrière. Roux et Jens Voigt ne sont plus en possibilité de rouler. Et comme il a l'avantage d'être bien meilleur descendeur que ses compagnons de route, s'il arrive à basculer au sommet du col du Linge, du collet du Linge, avec un avantage de 30-40 secondes, ça devrait être très bon pour lui. Jusqu'au sommet, c'est en fait le type de montagne, de moyenne montagne qui a toujours parfaitement convenu à Laurent dans sa carrière. Alors, est-ce qu'il va décider de continuer seul? Peut-être. Pour l'instant, il maintient un rythme, Laurent Jalabert, et maintient ses poursuivants à environ 60 mètres. Ils sont à 60 mètres, il vient encore à l'instant de se retourner sur la droite. Laurent, il s'interroge. En fait, j'ai l'impression qu'il se demande s'il y a réellement une poursuite qui s'organise dans le groupe des 4. Alors que Laurent Jalabert va être repris, semble-t-il, à l'avant par Basso, Voigt, Cuesta et Laurent Roux. On va juger de l'écart. Voilà, Laurent Jalabert est juste devant. Le club des 5 va être reconstitué. Yann Setner toujours derrière qui donne le rythme au peloton des favoris du Tour de France avec Stuarto Gradi qui tient bien son. Il y a Garzelli qui est là aussi juste derrière à côté de Lance Armstrong, derrière Claudon, près de Bobby Julich. Il était le meilleur descendeur. Au bas de la descente, il lui resterait environ 6 km de plat. Passage au sommet, Bernard, il n'y a pas de sprint pour l'instant. À gauche, Laurent Roux, Ivan Basso, 25 km, pardon, ça n'est pas encore le sommet. 500 mètres le sommet. Il reste 500 mètres absolument pour le sommet. Ivan Basso mène le groupe devant Laurent Jalabert, Laurent Roux, Jens Voigt est en dernière position. Inigo Cuesta, coéquipier de la Cofidis. 5 hommes de tête qui se feraient un passage dans une foule toujours aussi dense. La voici, la banderole du sommet du collet du Linge, dernière difficulté de la journée, classée en 3e catégorie. Laurent Jalabert est passé tout à l'heure en tête au sommet du col du Calvaire. C'est lui qui emmène le groupe. Attention à la photo, il faut vraiment faire très attention. Des coureurs sont tombés parfois, et notamment Laurent Jalabert, dans des conditions dramatiques. On s'en souvient à Armentières en 94. Jalabert est passé en tête devant Roux, c'est Voigt et Roux, puis Basso. Sur le plan de la descente, un terrain propice à faire la descente et à creuser un écart qui permette de se détacher, même comme Laurent l'a fait dans le col précédent avant d'être rejoint au début de l'ascension du collet du Linge. Là, j'ai l'impression que la pente n'est pas assez accentuée pour qu'un descendeur de qualité comme Laurent puisse faire réellement une différence.
Dernier écart, 4 minutes 45 entre les 5 hommes de tête. Laurent Jalabert, Laurent Roux, Nico Cuesta, Ivan Basso, Jens Voigt et le peloton des favoris, une cinquantaine d'hommes. Peloton des favoris emmené par les coéquipiers de Lance Armstrong au sommet du collet du Linge et qui comprend tous les favoris du Tour de France, tous les ténors. A commencer donc par Armstrong, par Ulrich, par Moreau ou par Bellocchi. Le peloton est revenu à 3 minutes 57 alors que la tête de la course est à un peu plus de 16 km de l'arrivée. Dès le moment où on n'était pas parti, que Van de Velde est tombé. Attention à l'accélération en tête de course. Cuesta est souvent en difficulté dès qu'il y a une accélération dans la descente. N'est pas très sûr de lui ou de ses pneus, Cuesta. Et Inigo Cuesta et Laurent Roux se verraient bien eux aussi en vainqueur d'étape à Colmar. Une chute d'Ivan Basso. Ivan Basso, malheureux Ivan Basso, il était déjà tombé. Jean-René Godard avec Basso. Oui, Jean-René. Il est tombé juste devant nous, Ivan Basso, à la sortie d'un virage à droite, un virage assez marqué. Et la chaussée, je vous le disais tout à l'heure, la chaussée est glissante. Ivan Basso qui s'est relevé, qui est remonté sur son vélo, qui se trouve devant nous, derrière lui, la voiture de son directeur sportif, Giancarlo Ferretti. Attendez, nous allons nous approcher de quelques mètres simplement. J'ai l'impression que Ivan est touché à la jambe gauche. Je vais vous pouvoir le confirmer dans quelques instants. Voilà, il est remonté sur son vélo. Il est en train de vérifier alors que nous passons. Il passe Ivan Basso sur le panneau indiquant arrivée 10 km. Non, il est reparti, Christian Ivan Basso, visiblement. Au niveau de la jambe gauche, il y a des éraflures, mais rien de plus. Il se tient là la main, le poignet gauche. Il vient de se remettre en ligne. Jalabert est parti, semble-t-il, Jean-René, pendant que vous étiez avec Basso, puisque nous ne voyons plus à l'image que 3 hommes. Ah, écoutez, nous allons essayer de remonter, Christian, mais pour la... Voilà. Et Laurent Jalabert qui était devant Basso au moment où l'Italien est tombé. On l'a vu se retourner d'ailleurs, Laurent Jalabert, pour voir ce qui se passait. Eh bien, il a pris la poudre d'escampette, le Français, et il est devant ce trio dans la traversée de Niedermorschwihr, kilomètre 153-500, c'est-à-dire à 9 km de l'arrivée. Mais les coureurs qui étaient derrière ont été un peu retardés. Laurent Jalabert en plus, excellent descendeur. Bernard l'expliquait plusieurs fois cet après-midi. Laurent Jalabert en a profité, 15 secondes d'avance. Cette fois-ci, Bernard, il n'y a plus de tactique, il faut foncer jusqu'au bout. Ah ouais, là il faut foncer jusqu'au bout. C'est bien vu de la part de Laurent Jalabert qui apparemment est un bon descendeur mais qui a certainement aussi des pneus ou des boyaux qui accrochent mieux que ceux des autres puisqu'il est passé où est passé Ivan Basso sans tomber. Alors il est certainement un peu plus adroit que Basso mais je pense qu'il a il avait un avantage, il a très bien su en profiter au bon moment. Il était 25e ce matin au classement général à 3,19 de Stuart O'Grady, l'Australien. O'Grady qui va céder dans quelques minutes son maillot jaune à son coéquipier allemand du Crédit Agricole Jens Voigt. Laurent Jalabert lancé à pleine vitesse devant ces 3 hommes, 15 secondes au pointage tout à l'heure à 7 km de l'arrivée. C'est Voigt qui fait encore l'essentiel du travail. Laurent Jalabert en poursuiteur dans les derniers kilomètres de cette étape alsacienne vers Colmar pour décrocher une deuxième victoire d'étape dans le Tour de France 2001, pour décrocher une deuxième victoire un 14 juillet. 14 juillet 95 à Mende. Il y avait eu Brochard à Loudan-Vielle le 14 juillet 97. Voilà Laurent Jalabert qui dans un instant, attention pour le top, ils vont top sur le panneau, 4 km. Laurent Jalabert à moins de 4 km de l'arrivée maintenant. C'est une bagarre en tout cas entre Jalabert et Voigt puisque l'Allemand ne cesse de mener le trio de poursuite devant Laurent Roux et Inigo Cuesta. Une vraie bagarre. Il y avait eu du suspense à Verdun pour la victoire d'étape de Laurent Jalabert, échappé avec Ludo Diersens et Mancebo. On s'était demandé jusqu'au bout si le peloton n'allait pas revenir. Même suspense là, Laurent Jalabert lancé vers la ligne d'arrivée finale à Colmar, mais poursuivi par Voigt, par Cuesta. Laurent Jalabert qui n'a jamais gagné 2 étapes dans un Tour de France. Il est venu en disant j'arrive ici sur le Tour, je cours au jour le jour. C'est ce qu'il a décidé une fois qu'il a su qu'il pourrait se remettre de sa chute d'une échelle au mois de février dernier. Laurent Jalabert, bouche grande ouverte, très tendu dans un effort maximal alors que Jens Voigt derrière tente un contre poursuivi par Laurent Roux et Inigo Cuesta. Jens Voigt qui va endosser le maillot jaune tout à l'heure. La flamme rouge, elle est au bout pour Laurent Jalabert. Il y aura ensuite une longue ligne droite de 900 mètres. Ce sera juste après cette flamme rouge. La voici matérialisée. Jalabert qui va s'imposer à Colmar. Jalabert qui va triompher le 14 juillet. Le champion aux 138 victoires.
qui a été le plus actif de la journée, Jalabert. Il était devant quasiment toujours. Il a lancé des coups. Il a réussi à s'immiscer dans ce groupe des 5, dans ce club des 5. Il se retourne, mais c'est gagné. Il va le savoir, Bernard. Il va pouvoir savourer sur les derniers mètres maintenant, avec la foule qui l'acclame. Il lui faut continuer quand même, hein, avec 15 secondes d'avance. Il est condamné à mener sa poursuite jusque sur la ligne d'arrivée. Il va pouvoir se relever 50 mètres avant, c'est tout. Laurent Jalabert, il se retourne encore. Il n'est pas sûr de sa victoire, mais il va voir l'écart et il pourra être satisfait et rassuré. Laurent Jalabert va remporter son deuxième succès d'étape dans ce Tour de France. Eric Zabel a déjà gagné 2 étapes. Il y en aura 2 pour Jalabert. Zabel, c'était à Boulogne-sur-Mer et à Serein. Laurent Jalabert, c'était à Verdun et ce sera dans quelques minutes à Colmar au terme de l'étape des Vosges. Il se retourne, il le sait maintenant, Laurent Jalabert. Il lève les bras à sa manière, à 100 mètres de la ligne. Laurent Jalabert, les 2 bras levés pour une deuxième victoire d'étape dans le Tour de France. Nouvelle victoire d'étape de Laurent Jalabert qui s'impose sur la ligne. Et il sprint pour la deuxième place, sprint d'importance pour Jens Voigt qui va finir deuxième. Jens Voigt devant Laurent Roux et troisième position, quatrième position, Inigo Cuesta. Maillot jaune pour Jens Voigt. On va attendre l'arrivée du peloton, mais le maillot jaune est dans la poche pour Jens Voigt, l'Allemand. Et Laurent Jalabert sous le regard de Jean-Marie Leblanc. Nouvelle victoire d'étape pour le champion français. Il en est à 4 dans le Tour de France, 2 en plusieurs années, 92-95. Il revient 2001, il gagne 2 fois, avec un autre état d'esprit, Bernard, en prenant du plaisir, en étant peut-être libre, peut-être plus libre que ces dernières années lorsqu'il était sous la férule de Manolo Saiz à la Once. Jalabert qui gagne, Sparto Gradi qui va se mêler au sprint pour une 6e place, tout simplement parce qu'il vise le maillot vert, bien sûr. Laurent Brochard va-t-il pouvoir conserver quelques mètres d'avance avec Vinokourov et David Etchebarria? Bettini au centre qui revient derrière. Regardez ça sur la ligne. C'est Etchebarria devant Vinokourov et Brochard. Laurent Jalabert. Oui, effectivement, on pourrait presque, sans exagérer, mettre un drapeau bleu-blanc-rouge et demander à Laurent de le porter. Gagner une première fois à Mende en 95 le 14 juillet et encore aujourd'hui. Laurent, vous êtes heureux? Ah ouais, je suis comblé depuis ma première victoire dans le Tour cette année à Verdun. Ça m'a beaucoup libéré. Et je sais que bon, tout le monde est fatigué. C'est vrai que ça roulait très vite depuis le départ du Tour. Mais bon, c'est au courage que je suis devant. Je savais qu'aujourd'hui, j'avais reconnu cette étape et je savais que ça pouvait partir de loin. Et que si c'était le cas, ce serait difficile de revenir. Et voilà quoi, c'est formidable. C'est le 14 juillet pour la deuxième fois. Je crois que c'est génial, quoi. Dans la descente, lors de la descente, expliquez-nous comment vous avez décidé de partir. C'est au moment de la chute d'Ivan Basso. Il y a eu la chute, il y a eu pratiquement un concours de circonstances. Écoutez, j'ai fait toute la journée, j'ai fait toutes les descentes à bloc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un exercice où je me sens très à l'aise. Et je crois que j'ai fait une petite erreur en haut du col du Calvaire d'attaquer dans la descente et ça a mis le doute chez mes adversaires. Et ils m'ont beaucoup marqué dans la dernière descente et pratiquement personne ne voulait prendre le relais. Donc j'ai continué à foncer et je crois que c'est dommage pour Basso qui est tombé, mais ça l'a poussé à la faute. Et bon voilà, ça m'a permis de continuer sur ma lancée et d'arriver en solitaire. Je crois que la victoire est encore plus belle. Et ça fait 2 victoires d'étape. On vous laisse gagner le podium protocolaire. Laurent, peut-être qu'on vous retrouvera tout à l'heure. Merci Laurent. Oui, c'est la préfecture du Haut-Rhin, au pied des Vosges. C'est la plus alsacienne des villes d'Alsace, a-t-on coutume de dire. Et c'est la capitale historique aussi de la Haute-Alsace. Laurent Jalabert, comblé, disait-il à Jean-René Godard. Regardez son visage, ses poings levés vers le ciel, le regard de Jean-Marie Leblanc. Jens Voigt, deuxième position, et maillot jaune dans quelques minutes, qui règle Laurent Roux et Inigo Cuesta, des hommes qui ont beaucoup travaillé ensemble. Oui, beaucoup. Déjà, bon, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts au classement général. Les coureurs sont bien étalés au classement général, bien étagés. Il y a des gros écarts déjà. Et puis, il n'y a pas d'équipe vraiment capable de tenir la course en main. Il avait perdu l'habitude de gagner, disait-il Laurent Jalabert. Le panda national de Chenaise. Laurent Jalabert, tout sourire. Ça n'était pas une histoire d'amour ou une histoire d'amour vache entre le Tour de France et Laurent Jalabert depuis ses débuts. Et bien désormais, Laurent Jalabert peut être comblé par le Tour. Jalabert deuxième du classement général à 2 minutes et 34 secondes de Jens Voigt. Sparto Gradi est troisième à 4,03. Pour voir en quelque sorte le nouveau maillot jaune.
Jens Voigt après Christophe Moreau, un Français, après Mark Wouters, un Belge, après Stuart O'Grady, un Australien. La valse des maillots continue, elle est pour Jens Voigt, allemand du Crédit Agricole. 1m92. Maintenant, il sera les deux, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais. L'Allemand Jens Voigt est le 11e maillot jaune allemand de l'histoire. Le 11e maillot jaune allemand, le premier c'était il y a très longtemps déjà, c'était en 1932 avec Kurt Stoppel. Lely, Massimiliano Lely vient de passer la ligne d'arrivée. Jens Voigt, tout heureux lui aussi. Il rêvait d'une victoire d'étape. Il n'a pas de victoire d'étape. C'est Laurent Jalabert qui s'impose, mais il est en jaune. Ça va être un pur bonheur pour les journalistes. Hein, ah oui, ça c'est sûr. Il a été réparti. Dominé David Millard pour moins d'une seconde. On voit le classement de l'étape. Laurent Jalabert, donc deuxième succès dans ce Tour de France 2001 devant Jens Voigt, Laurent Roux, Inigo Cuesta, Ivan Basso, le malchanceux. David Etchebarria règle le sprint du peloton. Il était parti quelques mètres avant. Devant Vinokourov, Laurent Brochard, Matteo Tossato et Franck Bouillet. Oui, c'est vrai, c'est une très très belle réussite pour moi et aussi pour l'équipe. Et dans les dernières années, je suis plusieurs fois le maillot jaune virtuel et maintenant j'ai le maillot jaune réel. Et ça, je crois que c'est le jour plus joli, plus magnifique de ma vie. Et Dieu sait, Jens, si vous avez tout fait pour le conquérir ce soir à Colmar-ce-Maillot, vous avez été une fois de plus très généreux, vous faites énormément d'efforts, vous vous êtes accroché dans 2 décolles car vous étiez en difficulté, vous aviez perdu quelques longueurs, vous vous êtes battu comme d'habitude. Oui, c'est vrai, Laurent, il gagnait bien aujourd'hui parce qu'il gagnait vraiment à la pédale. Il est le plus fort aujourd'hui, je suis content pour lui. Mais il met moi quelquefois dans les difficultés dans le boss, comme il accélérait. Il est vraiment un peu plus fort que moi et je perds quelques mètres, mais je crois, non, je vais le maillot et j'accroche un maximum et voilà, heureusement que ça marche. Le direct demain, nous irons jusqu'à Pontarlier pour la 8e étape du Tour et puis ensuite il y aura vestiaire et puis le soir, le journal du Tour avec encore une fois Henri Sagnier. On se quitte sur cette victoire de Laurent Jalabert, deuxième victoire d'étape du Français dans ce Tour de France 2001. Un nouveau maillot jaune, c'est l'Allemand Jens Voigt, leader devant Jalabert et O'Grady. Merci Bernard, merci Jean-Paul, bonsoir à tous et tout de suite vestiaire. Thierry Blanco, Vincent Barthaud, bonsoir, merci. Et le tour continue.